de grignoter. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. En fait, on aurait envie de dire pour qui sonne le glas. On ne le sait pas encore, mais on le saura peut-être bientôt. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et on en parle, André Berkoff, avec votre invité, Guillaume Larrivé, député de Lyon à l'Assemblée nationale, secrétaire général délégué des Républicains et auteur de ce livre, Le coup d'État Macron, le prince contre la nation, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Alors je vais vous dire, Guillaume Larrivé, je suis content de vous recevoir et je vais vous dire, je ne sais pas si ça va vous faire plaisir ou pas, mais j'ai pensé, et pas seulement pour le titre, au livre, au pamphlet de François Mitterrand sur et contre De Gaulle, qui s'appelait Le coup d'État permanent, qui était d'ailleurs très bien écrit, mais le vôtre aussi est très bien écrit. Et ce que vous dites, le coup d'État Macron, le prince contre la nation, il y a énormément de références, on revisite l'histoire, et on va bien avant Macron pour dire pourquoi on est arrivé là. Mais d'abord, évidemment, actualité oblige, Guillaume Larrivé, vous êtes député, vous êtes porte-parole, non, vous êtes président des LR. Non, le président des Républicains, c'est Laurent Wauquiez. Oui, c'est normal que vous perdiez un peu dans l'organigramme, mais moi je suis secrétaire général délégué. Voilà. D'accord, alors écoutez, voilà. Le secrétaire général délégué va me répondre à ce qu'il a pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron hier. Ce que je pense vraiment, c'est que on a un président de la République qui essaie d'éteindre l'incendie qu'à certains égards il a allumé. Alors, il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir allumé l'incendie, j'en suis conscient. Je ne dis pas qu'il est responsable de tous les péchés d'Israël depuis 18 mois, mais enfin globalement, il a démontré beaucoup d'inéquité dans la manière de gérer sa politique fiscale. Et je crois qu'hier, il a essayé d'éteindre un peu l'incendie. Et l'a-t-il éteint, à votre avis ? Je pense que il était urgentissime de montrer aux Français retraités ayant des revenus assez modestes qu'un geste de compréhension leur était envoyé. Je pense qu'il était important de rétablir la possibilité de faire des heures supplémentaires sans payer d'impôts. Voilà, je pense que c'est des deux mesures qui sont significatives. Mais je pense aussi que les vraies grandes questions qui tiennent au fond à une sorte d'inquiétude qui s'est emparée de notre pays, une inquiétude territoriale, une inquiétude sociale, une peur du déclassement, une insécurité culturelle. Toutes ces grandes questions, elles ne sont évidemment pas réglées par la seule magie d'une allocution du président de la République. Oui, surtout qu'elle durait 13 minutes et il ne pouvait pas aborder tous les sujets. Mais la question que je voudrais poser, qui est aussi au cœur de votre livre, est-ce que, franchement, on n'arrive pas à un moment donné, je ne parle pas de 6e République ou autre, où la concentration du pouvoir, et je voudrais qu'on s'étende un peu là-dessus, dans les mains d'un seul homme, quel qu'il soit, n'est pas au fond devenu, je dirais, néfaste. C'est vraiment ce que je pense. Et vous l'avez bien compris, et je vous en remercie en lisant ce petit livre. Bien sûr, il faut un chef de l'État qui incarne la nation, qui est en charge de l'essentiel, bien sûr. Et je ne conteste pas les principes de la Ve République. Ce que je dis, en revanche, c'est qu'on n'est plus vraiment sous la Ve République originelle, on est dans un système présidentialiste qui est en fait une illusion. C'est quoi cette illusion ? C'est l'illusion selon laquelle un homme qui serait en charge de 100% des pouvoirs aurait la confiance de 100% des Français pour faire au fond ce qu'il entend, ce qu'il veut, selon ce bon plaisir, pendant 5 ans, sans aucun autre lieu de délibération, de décision. Voilà. Ça, c'est très pervers. Et d'ailleurs, dans ce bouquin, j'ai un avant-dernier chapitre qui dit « Premier président post-national au risque de la guerre civile ». Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que si tout est concentré dans les mains d'un homme, et si cet homme, qui n'est pas la résurrection de Jeanne d'Arc ou de Jésus-Christ, si cet homme est faillible, ne fait pas tout bien, ben naturellement, ça veut dire qu'il va y avoir des voies de contestation ailleurs que dans la sphère politique. Et à certains égards, André Berkoff, cette crise des Gilets jaunes, elle dit cela. Les Gilets jaunes, c'est qui ? C'est une majorité longtemps restée silencieuse de Français qui ont eu la conviction de ne pas être entendus dans le cadre des institutions et qui, du coup, sont allés s'exprimer directement dans la rue
Ailleurs, oui. Ou sur les réseaux invisibles, sociaux. Voilà. Ou sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire en dehors des canaux de la démocratie. Et ce que je crois vraiment, c'est qu'on a besoin, pour notre démocratie, et puis pour l'efficacité aussi, on a besoin tout simplement que la République fonctionne vraiment. C'est-à-dire qu'il faut un président qui préside, un gouvernement qui gouverne et un Parlement qui fait la loi, qui débat, qui vote des crédits. Qui est un véritable contre-pouvoir. Qui est un pouvoir au sein de l'État. J'irais même au-delà. Je ne dis même pas contre-pouvoir. Il ne s'agit pas d'aller contre. Il s'agit ensemble de diriger le char de l'État, mais le Parlement doit être un pouvoir de l'État. Ça ne doit pas être juste une espèce d'atelier d'éveil où des députés macronistes, Playmobil, lèvent la main pour approuver tout ce qu'a dit le prince. Mais alors, Guillaume Larrivé, vous dites que la Ve République, à un moment donné, a changé. Quand et comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la Ve République telle qu'on la connaissait, est-ce que c'était pas quand même en germe, puisque De Gaulle a fait un costume à sa taille? Le problème, c'est que De Gaulle était assez grand de taille, et pas seulement. Je pense qu'il y a une exception gaullienne. Le général De Gaulle a une légitimité historique absolument singulière, chacun l'a à l'esprit, une double légitimité d'ailleurs, celle de 1940 et celle de 1958, bien sûr. Mais au-delà de ça, je crois vraiment que la cinquième n'est plus la cinquième. C'est-à-dire que, selon moi, on vit en réalité désormais sous l'empire de ce que j'appellerais la constitution de l'an 2000, c'est-à-dire la constitution du président quinquennal. Avec le quinquennat, vous avez une élection présidentielle, avec l'illusion que dans un moment, dans un instant T, toute la délibération et toute la décision politique vont être en un instant, comme par magie, décidées. Juste après, vous avez une élection à l'Assemblée nationale où une immense majorité complètement aux ordres de l'Élysée se trouve installée. Par le fait majoritaire, Par le fait majoritaire et l'accélération. On l'a bien vu. Bon, il se trouve que j'ai été, comme d'autres, réélu député en 2017, en survivant au tsunami macroniste. Moi, j'étais très frappé. Les adversaires qu'on avait, macronistes, étaient des personnes individuellement tout à fait sympathiques, mais dans la seule, en réalité, volonté, dans le seul axe programmatique, consistait à coller leurs bobines à côté de celles d'Emmanuel Macron sur des affiches. Voilà, en disant Emmanuel Macron, c'est génial, je ferai tout ce qu'il veut. Bon, c'est pas ça un député. Un député, c'est un homme ou une femme qui doit être libre, indépendant, qui a un engagement, bien sûr, qui peut être dans un parti politique, mais qui doit être libre, indépendant pour faire entendre la voix des Français. Oui, mais ça ne peut plus marcher à partir du moment, et vous le dites vous-même, à partir du moment où le président est élu, il dit « donnez-moi la majorité dont j'ai besoin pour mener la France où je dois la mener », et on dit « ah, mais oui, il a raison ». C'est-à-dire que là, il y a un piège mortel qui se referme. Moi, je pense qu'on est aujourd'hui dans les limites de cet absolutisme présidentiel. Ça a commencé sous d'autres présidents quinquennaux. À certains égards, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont connu les mêmes mésaventures. Il y a une espèce de cycle qui se répète, une espèce d'élection pseudo-magique. Rappelez-vous les slogans. Sous Sarko, c'était « Ensemble, tout devient possible ». Moi, j'ai servi loyalement Nicolas Sarkozy, mais « Ensemble, tout devient possible ». Le slogan de Hollande « Le changement, c'est maintenant ». Le slogan actuel « En marche ». Comme s'il y avait une espèce de baguette magique présidentielle. On voit bien que ça tient 6 mois, 7 mois, 8 mois, et que très vite, le président quinquennal est plongé dans la marmite de l'impopularité avant peut-être de devenir un président empêché. Alors, Guillaume Larrivé, vous parlez de ça, et effectivement, le président empêché. Comment les partis, vous êtes au LR, mais ce que je vais dire sur le Républicain s'applique y compris aux extrêmes, y compris au Rassemblement national, y compris à la France insoumise. Ne parlons pas du Parti socialiste et ne parlons pas des centristes, pour ne pas les évoquer, mais enfin, on a quand même eu une espèce de dégradation, en tout cas de givaroisation, si je peux me permettre, d'un certain nombre de partis à laquelle Macron a contribué. Et est-ce que c'est pas fini tout ça? Est-ce que franchement, ce qu'il faut rebâtir, ce n'est pas au-delà des partis? Alors, la question des partis est passionnante, parce que vous m'auriez invité il y a 20 ans, quand j'étais étudiant, je détestais les partis politiques en réalité. J'ai bien pris soin de n'adhérer à aucun quand j'étais étudiant. J'imaginais que c'était un lieu de contrainte, mais j'avais pas du tout envie de ça. Je suis pas en train de les idéaliser, les partis, mais je pense qu'ils sont nécessaires. Parce que, soyons très concrets, on a besoin d'un truc, d'un lieu, d'un endroit où les gens se parlent. Moi, quand je suis rue de Vaugirard, j'ai certains plaisirs à parler, par exemple, à Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, certains plaisirs à parler au président de région, au président de département, à des maires, bref, il y a
une sorte de compagnonnage, pour reprendre cette formule qui était la formule du mouvement gaulliste autrefois. Je ne prétends pas être gaulliste, je suis né 7 ans après sa mort, mais une espèce de compagnonnage, de lieu où on se parle. Et on a besoin de ça, parce que la politique, ça ne doit pas être la guerre civile, ça doit être un lieu où on se parle. Et c'est aussi un lieu, les Républicains en ce moment, où j'essaie, avec Laurent Wauquiez et d'autres, de faire revenir des personnes qui étaient à l'extérieur. Alors, et notamment, j'ai monté depuis 6 mois un truc qu'on appelle le rendez-vous des idées. Il y a un intello qui vient le mercredi soir présenter un bouquin, et d'ailleurs j'aurais plaisir à vous inviter, André Berkoff, indépendamment, je veux dire chacun dans son rôle. Il ne s'agit pas d'être militant, mais ouais, on a reçu Nicolas Bavrez, François-Xavier Bellamy, la semaine prochaine c'est Eugénie Bastier qui viendra parler de son bouquin qui s'appelle Le port émissaire. Bref, je trouve qu'on aura Éric Zemmour au mois de janvier. Je trouve que c'est bien qu'on ait aussi des figures de la vie intellectuelle qui viennent parler. Mais comment, alors justement, les figures de la vie intellectuelle, c'est bien, mais comment faire venir ces millions de gens qui ne veulent plus entendre parler de parti? Je parle des Gilets jaunes, mais je parle de beaucoup d'autres gens qui, aujourd'hui, dès qu'on leur dit le mot parti, je dis pas qu'ils sortent leur revolver, mais enfin, c'est comment faire? Et je parle pas seulement pour les Républicains, encore une fois, parce qu'il est là le nœud du problème, c'est qu'on l'a bien vu chez les Gilets jaunes, il y avait ni syndicat, ni parti, etc. C'est un mouvement qui est sorti et qui n'est pas arrivé comme ça. Ça vient de maturation et de pourrissement d'années et d'années et d'années, et de la marmite qui bout depuis des années. Je pense qu'il faut multiplier les lieux d'expression. C'est pas de la langue de bois et c'est pas abstrait de dire ça, mais à certains égards, ce petit bouquin, c'est pas ça qui va faire revenir des millions de Français dans le jeu politique, mais c'est un outil de débat. C'est un outil de débat et de combat. Ouais. Les réseaux sociaux, si c'est utilisé avec discernement, ça a aussi son utilité. Voilà, si je publie une vidéo demain matin sur Facebook, c'est une manière aussi de participer au débat public. Voilà, je pense que évidemment les vieilles structures verticales des années 70-80 sont évidemment derrière nous, mais je pense quand même qu'on a besoin de lieux, partis politiques, lieux d'expression, pour continuer à échanger et surtout à se parler. Je ne suis pas en train de faire un éloge de la parlotte pour la parlotte, mais voilà, la politique, c'est pas la guerre civile. Ça doit être le lieu où on civilise les conflits. Mais donc, pour ça, il faut se parler. C'est vrai, mais la politique, c'est aussi de faire des choses, d'acter et de donner aux citoyens et de décider et surtout de faire. Faire le job, c'est vraiment amener des choses concrètes. Absolument. La parlotte, c'est très Absolument. bien. Bon. Le sujet, c'est l'absence de résultats. Le vrai sujet, André Berkoff, je vous réponds là-dessus, je saisis la balle au bon. Le vrai sujet de la défiance, comme on dit, c'est que globalement, les résultats des politiques publiques sont pas bons. C'est la vérité. Il suffit de regarder et sur le chômage, et sur les déficits, et sur le niveau d'éducation, et sur l'insécurité, et sur le chaos migratoire, etc., etc. Globalement, écoutez, je suis né en 77. Depuis 78, ça n'a pas de rapport d'ailleurs de causalité, c'est juste une coïncidence. Mais depuis 78, toutes les majorités se font virer par les Français. Vous n'avez pas une élection présidentielle ou législative qui confirme l'élection de quelques années auparavant. Ça veut bien dire quand même quelque chose. Une satisfaction profonde du peuple français depuis 40 ans. Et alors, est-ce que cette insatisfaction profonde, on l'a vu, et les choses sont accumulées, il s'est fait que la goutte de fuel qui a fait déborder le vase est venue sous Macron? Bien. Le problème, c'est que, est-ce que là, il n'y a pas un véritable problème? Vous en parlez dans votre livre, vous parlez du coup d'État Macron, mais est-ce que Macron, qui a dit tout et le contraire de tout, comment faire? Je veux dire, comment vous voyez l'avenir? Parce qu'on ne va pas parler de putsch ou d'impeachment, comme on parle pour Trump, etc. Non. On n'est pas illégaux, vous n'êtes pas un illégaliste, mais en fait... Comment faire pour que cette situation s'apaise vraiment? On n'a pas l'impression, honnêtement, qu'on va vers un apaisement, là. Alors, ce que j'appelle d'ailleurs le coup d'État Macron, c'est au fond l'accaparement par un homme de tous les pouvoirs de l'État. Et à certains égards, la fameuse affaire Benalla, dont on a beaucoup parlé cet été, a été l'un des symptômes de cela. C'était pas l'affaire du siècle, mais c'était le symptôme d'un dysfonctionnement. C'est l'impunité, quoi. On fait ce qu'on veut, comme on veut un système où une petite bande de courtisans se croit protégée. Et Benalla était au fond l'un des protecteurs et des protégés du système macronien. C'est ça que ça voulait dire. Bon, cette affaire. Alors, comment on sort de tout ça? Moi, j'ai pas de recette magique. Je rappelle juste un mot, que vous étiez président de la commission d'enquête parlementaire, et que vous êtes parti coprésident, et que vous êtes parti parce qu'on ne vous permettait pas de poser les vraies questions. Absolument. Je suis parti précisément parce qu'il y avait une Assemblée nationale majoritaire complètement aux ordres de l'Élysée. Alors, comment on sort de ce truc? Moi, ma conviction, et je le dis notamment pour ce qu'on appelle la droite, c'est-à-dire plutôt ma sensibilité, je pense que ce serait une erreur mortel de penser remplacer un prince par un autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas chercher le sauveur,
la personne. J'aimerais, peut-être que c'est non pas naïf, mais un peu enthousiaste, j'aimerais qu'on s'organise vraiment en collectif. Bien sûr, il y en a un ou une qui devrait être notre candidat à l'élection présidentielle, c'est bien sûr, mais qu'on soit dans une logique de collectif. Il faut qu'on ait une capacité à bien gouverner le pays. Pour ça, il faut que l'un ou l'une d'entre nous soit bien préparé à être un bon ministre de la Sécurité, qu'un autre soit bien préparé à être un bon ministre de l'Économie, qu'un autre soit bien préparé à être un bon ministre des Affaires étrangères, etc., etc. Il faut une équipe et une sorte de primus inter pares qui sera le président de la République. Guillaume Larrivé, je vais vous poser, je sais que vous n'avez pas la langue de bois, vous ne la pratiquez pas d'ailleurs. Enfin, parlons des Républicains, parlons de votre parti quand même. C'est plus des tendances, là, c'est la gare Saint-Lazare. C'est-à-dire qu'il y a des pro-Macron, il y a des complaisants envers Macron, il y a des opposants résolus. Où on est ? C'est-à-dire qu'on a l'impression, et je vais vous donner un exemple précis, j'en ai parlé juste avant dans l'émission. Vous savez que le Sénat, après l'Assemblée nationale, a voté l'exit tax. L'exit tax, c'est pour alléger les gens, alors qu'on est tous actuellement en train de chercher de l'argent, les gens qui vont dans les pays et qui pourront ne plus payer des taxes sur les plus-values. C'était 15 ans, maintenant c'est de 2 à 5 ans. Le Sénat, que je sache, est en majorité républicain. Qu'est-ce qui fait que les républicains, et vraiment, là, encore une fois, je ne fais pas du tout de pamphlet ou je n'ai pas du tout d'hostilité primaire, loin de là. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a que ce parti, aujourd'hui, on donne l'impression, je dis pas qu'il l'est, donne l'impression d'être divisé en des tendances et aller jusque-là, alors que vous devez être les premiers, vous, à dire qu'il faut que dépenser en France, etc., etc. Question que je vous pose précise. Vous avez raison de poser cette question. Bon, on va se parler très directement. La droite française est polytraumatisée par, en réalité, ce qui a été une quadruple défaite, même quintuple. On a perdu la présidentielle de 2012, les législatives de 2012. On a réussi à perdre notre propre primaire en 2016, qui a été une espèce d'implosion en vol de la droite. On a perdu la présidentielle de 2017, on a perdu les législatives de 2017. Ou plus exactement, nos prédécesseurs ont subi cette quintuple défaite. Ce qu'on essaie de faire avec Laurent Wauquiez et avec d'autres, je peux citer Geoffroy Didier, Damien Abad, Virginie Duby-Muller, d'autres noms, enfin un certain nombre de personnes qui ont aujourd'hui à peu près une quarantaine d'années, on essaie de faire certes une alliance des générations, on ne fait pas de jeunisme, mais on essaie aussi de rebâtir quelque chose d'un peu nouveau. Alors parfois, je vous l'accorde, on n'a pas les félicitations de certains de nos prédécesseurs. Mais voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. On essaie de construire. On essaie de nous prendre en main et de construire quelque chose. Ensemble, il nous reste. C'est pas beaucoup de temps, 3 ans et demi avant le grand rendez-vous national de 2022 pour être véritablement organisé. Et moi, je suis un peu comme vous, je boue parfois lorsque je lis telle ou telle déclaration qui me paraît orthogonale, pour le dire poliment, avec l'orientation générale. Voilà, il y a encore... Alors, cela dit, on n'est pas une caserne. Pour le Sénat et l'exit tax, par exemple. Je voudrais vraiment que vous répondiez là-dessus, parce que je pense que les Républicains ne sont pas forcément le parti des ultra-riches. Écoutez, il se trouve que je m'exprime dans le bouquin là-dessus. Je souligne dans le livre que c'est le 1er mai, le jour de la fête des travailleurs, que le président Emmanuel Macron avait annoncé dans Forbes, le magazine des fortunes heureuses, si j'ose dire, c'est le 1er mai qu'il annonce dans Forbes qu'il va supprimer l'exit tax, c'est-à-dire en réalité permettre l'accélération de la délocalisation de capitaux français. J'avais trouvé ça complètement inouï. Moi, je ne suis pas socialiste, mais je suis pour l'équité. Je comprends tout à fait, par exemple, qu'on allège l'ISF. Parce que, voilà, de manière pragmatique, je préfère que quelqu'un qui a beaucoup d'argent investisse dans une boîte française plutôt qu'en Belgique. Là-dessus, c'est pas le gros problème. Ce que je souhaite, c'est que dans le même temps, on ne sorte pas un gourdin fiscal pour taper sur les classes moyennes ou sur les personnes modestes. Je pense qu'on a besoin d'équité. Tocqueville, déjà, écrivait qu'en France, on a la passion de l'égalité. C'est dans notre devise républicaine. La liberté, mais aussi l'égalité et la fraternité. On a besoin d'équité. Donc sur cette histoire d'exit tax, moi je suis sur la position qui était d'ailleurs celle de Sarko, parce que c'est Nicolas Sarkozy qui avait fait voter cette taxe en réalité délocalisation de capitaux français. Anti-évasion. Donc, évidemment sur cette position d'une droite à la fois responsable au plan économique et social. Eh bien écoutez, espérons que cette droite prenne le pouvoir, en tout cas qu'elle soit là. Qu'elle soit présente.
En tout cas, c'est votre liberté de parole, André Berkoff. Merci à vous. Merci à vous. Guillaume Larrivé, député de l'Yonne, secrétaire général délégué des Républicains. Je rappelle la référence de votre livre, Le coup d'État Macron, le prince contre la nation, édition de l'Observatoire. Merci les amis d'écouter Sud Radio. À suivre, Jacques Pessis, Les Clés d'une vie, qui reçoit, un invité que vous connaissez bien et que vous appréciez, André Berkoff, puisqu'il reçoit Pierre Perret. Excellente journée à vous les amis sur Sud Radio.